Aujourd'hui, je vais parler de politique. Parce que, enfin, aujourd'hui je vais parler de politique. Je n'ai pas cessé dans les précédentes vidéos de parler de politique. De politique en un sens philosophique du terme. Mais, au fond, d'ailleurs, dès le premier bouquin, Intelligent, trop intelligent, les surdoués de l'autre côté du miroir, j'avais parfaitement conscience en l'écrivant du fait que, fondamentalement, ce bouquin, c'était un ouvrage de philosophie politique, même si apparemment il ne se donnait pas du tout comme tel. J'étais assez content d'ailleurs de voir que certains lecteurs l'ont perçu comme tel tout de suite, parce qu'il n'y avait aucun code, apparemment, de code d'écriture, de code d'édition, qui le montrait de façon explicite. Les surdoués et les autres pensaient l'écart, c'est tout aussi évident pour moi que fondamentalement, si c'est quelque chose, c'est de la philosophie politique. La philosophie politique, vraiment au sens philosophique évidemment, c'est-à-dire où il est question fondamentalement de comprendre ce que c'est que l'être humain et ce que c'est que le rapport de l'être humain au monde, et in fine un certain nombre de paradoxes et de contradictions qui sont inhérentes à la condition humaine ne peuvent se résoudre, à mon sens, que d'un point de vue de philosophie politique, à partir de questions qui appartiennent à la philosophie politique. Pour l'instant, c'est évidemment une déclaration un peu arbitraire, mais que je vais essayer de mettre en œuvre, de commencer à mettre en œuvre de manière un peu plus explicite, et de vidéo en vidéo, et notamment à partir de celle-ci. Si on réfléchit à la question des migrants, qui est une des questions fondamentales aujourd'hui dans le monde, et notamment en Europe, et notamment en France, une des questions qui agite beaucoup l'opinion publique, beaucoup les politiques, savoir comment il faut la traiter. Commençons par analyser la manière dont elle est traitée habituellement. Si, dans les jours qui viennent, il y a une émission à la radio ou à la télé, où on invite un certain nombre de spécialistes, un certain nombre d'hommes politiques, de spécialistes de la question, on va inviter un géographe, on va inviter un démographe, on va inviter des spécialistes en sciences politiques, et puis on invite, je sais pas, des députés, des ténors de la scène politique actuelle, pour discuter de la question des migrants. Le point à partir duquel presque tout le monde va se mettre d'accord pour discuter, c'est un point qui met en jeu la question de la générosité nécessaire ou légitime. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que nous, Français, disons, voilà, nous, en tant que Français, qu'est-ce qu'on doit à l'idéal républicain français, qu'est-ce qu'on doit éventuellement aux migrants, enfin, qu'est-ce qu'on leur doit comme générosité? Quelle est la générosité juste? Qu'est-ce que, dans ce partage, parce qu'il semble bien être question de partage, les migrants qui viennent, ils vont être éventuellement soignés gratuitement, en fait, c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'eux n'auront rien à payer s'ils sont hospitalisés ou s'ils sont soignés, mais ça a un coût pour la communauté. Ils vont bénéficier de la sécurité sociale au bout d'un moment, pas tout de suite, mais enfin si. Bon, bref. Et puis ils vont bénéficier d'un certain nombre d'autres choses, un accueil, un hébergement, tout ça, ça a un coût. Bon. Donc il semble bien une question de partage, et à partir du moment où il est question de partage, la question renvoie à une question de philosophie morale, quelle est la juste générosité? Et tout va se discuter autour de ça. Et autour d'une lecture, finalement, qui n'est pas sans évoquer la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Une fable sur laquelle on a un peu travaillé dans le bouquin, parce que c'est une des fables, d'ailleurs, autour de laquelle se tyrannisent les surdoués. Beaucoup de surdoués se sentent cigales, incapables de gagner de l'argent comme la plupart des autres, d'œuvrer comme la fourmi, de faire un boulot qui les passionne pas, qui les intéresse pas, qui leur semble vide de sens, mais bon, qui leur permet d'accumuler, et eux se sentent cigales, suivant leurs désirs, le gré de leurs désirs, ils chantent tout l'été, et quand la bise vient, quand l'hiver est là, ils n'ont rien. Et la fourmi serait dans le réel, puisque l'argent, c'est le réel, dans l'imaginaire collectif. Et la cigale serait dans le rêve, dans la fantaisie, du côté de l'onirique, mais bon, il y a un moment, il faut bouffer. Et quand il faut bouffer, c'est la fourmi qui a à bouffer, et la cigale, elle risque de crever de faim. Et donc, la fourmi, bien sûr, aurait raison.
C'est elle qui aurait les deux pieds dans le réel. Ça, c'est la lecture que la Troisième République a faite de cette fable, et c'est la lecture qui est répétée à longueur de temps par un certain nombre d'incits. Ce qui est marrant, c'est que quand on analyse la fable, en fait, c'est pas du tout ça qu'elle dit. Si on fait vraiment de l'analyse textuelle, et puis, sans même être un spécialiste de l'analyse textuelle, il suffit de réfléchir un peu à qui était La Fontaine. La Fontaine, c'est une cigale, c'est pas une fourmi. Mais enfin, relisez-la, vous verrez, en fait, la fourmi, telle que La Fontaine l'a décrit, c'est une salope égoïste. Hein. Bon, voilà, bref. Mais bon, on n'est pas là pour analyser La Fontaine, quoique, je vous conseille vraiment de vous amuser à relire La Fontaine. La Fontaine avait un esprit extraordinaire, c'est tellement drôle. L'école nous a tellement fâchés avec La Fontaine, avec Prévert, ça vaut le coup de les relire. C'est génial en fait, c'est une gourmandise, une impertinence, une subversion fabuleuse. Bon, mais assez pour La Fontaine pour aujourd'hui, enfin assez pour la discussion spécifique sur La Fontaine. Mais si on prend la fable de la cigale et la fourmi, justement, si la fourmi n'est pas une salope égoïste, si la fourmi c'est la République française, avec des valeurs universelles, c'est pas simplement la République française, finalement. L'existence de valeurs universelles ne remonte pas simplement à l'idéal national républicain tel qu'il a émergé en 1789, 91. Bon. Il s'ancre aussi, au fond, dans une tradition judéo-chrétienne. Le christianisme a vocation universaliste. Tous les hommes sont frères. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est pas ton prochain français, c'est ton prochain. Il y a bien, dans le christianisme, une pensée de l'humanité, de l'être humain. Même si, bien sûr, ça a été une sacrée discussion de savoir si les femmes avaient des âmes, si les noirs avaient des âmes, qu'est-ce qu'on faisait rentrer exactement dans cette humanité et comment on le faisait rentrer. Mais à partir du moment où on considère que tels ou tels individus sont donc des êtres humains, des créatures créées par Dieu pour, etc., du coup, elles s'équivalent. Dans une bonne partie du message chrétien, elles s'équivalent. Donc, dans notre représentation des choses, bien sûr que on doit quelque chose, la fourmi doit quelque chose à la cigale. Elle ne peut pas si facilement la laisser crever la bouche ouverte, même si la cigale paie ses erreurs, paie son imprévoyance, etc. Malgré tout, il y a non-assistance à personne en danger. La fourmi a un rôle, encore une fois, dont je ne dis rien d'autre qu'il est une dette que la fourmi a, non pas vis-à-vis de la cigale, mais vis-à-vis de son propre système de croyance. Peut-être est-il faux. En tout cas, il est arbitraire, à moins que vraiment les chrétiens aient raison et que Dieu nous ait vraiment donné son message par la parole du Christ. Si on n'est pas dans cette hypothèse, ce qui est mon cas, c'est un message arbitraire, mais enfin, toujours est-il qu'il façonne nos imaginaires, que par-dessus, il faut rajouter évidemment le message républicain, à portée universaliste. La déclaration des droits de l'homme, c'est pas une déclaration des droits du français, c'est une déclaration des droits de l'homme. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de la Révolution, elle avait vraiment, c'est un paradoxe, la notion de nation telle qu'elle émerge. C'est pas la notion de patrie. C'est d'ailleurs toutes les questions autour du droit du sol par opposition au droit du sang, etc. C'est la nation telle qu'elle émerge dans l'imaginaire français des années de la Révolution. Il y a une bonne part qui est l'idée d'une communauté unie par l'adhésion volontaire à un ensemble de valeurs et à un ensemble de lois, et qui ne dépend donc pas de la naissance sur tel ou tel sol. Et d'où la vocation universaliste de cette nation française dans les premiers temps de son émergence, d'où l'assimilation d'un certain nombre d'étrangers pétris des idéaux révolutionnaires qui ont rejoint cette nation, et d'où le caractère extrêmement ambigu, ambivalent, complexe, de ce que fait l'armée française, l'armée révolutionnaire, quand elle entre en Rhénanie, ou quand elle entre en Espagne, ou quand elle entre dans un certain nombre de régions d'Europe dans la foulée de la Révolution. Et ça traverse même le mouvement de colonisation du XIXe siècle. On y reviendra, mais il est très complexe. Il y a aussi un idéal d'exportation, au fond, d'inflation de la nation française qui a vocation, à un moment donné, à embrasser toute l'humanité. Bon. Donc, à cet idéal-là, nous devrions une certaine assistance, une certaine générosité. Donc au fond, on est, et c'est ça qui va organiser la discussion, on est dans cette question. Qu'est-ce que la fourmi doit à la cigale, ou doit à ses idéaux, et du coup, qu'est-ce qu'elle doit donner à la cigale? Jusqu'à quel point on doit être généreux?
trop, et ça paraît quand même pas raisonnable. La fourmi, elle a quand même bossé. Justement, pourquoi c'est pas raisonnable? Analysons. Et c'est parce que ça va être discuté exactement comme tel. Mais là, dans la fable de La Fontaine, la fourmi, ce qu'elle a accumulé au moment où la cigale vient frapper à sa porte, c'est le fruit de son travail comme individu. Elle a bossé tout l'été. Pendant que l'autre, elle chantait, elle s'est emmerdée à accumuler. Donc, il y a bien là, implicitement, un mérite. Il y a une morale qui vient dire, qui va pas de soi d'ailleurs, même celle-là elle est contestable. Mais admettons-la pour l'instant. Avec l'idée que, au fond, derrière cette morale, il y a l'idée que les individus posséderaient un libre arbitre, et que donc, la fourmi a choisi de travailler pendant l'été, pendant que la cigale choisissait de chanter. Ça va pas du tout de soi. Mais, je pense que c'est une erreur philosophique. Mais, passons, admettons-le. Restons là-dedans. Elle a choisi de travailler. Et comme elle a choisi de travailler, du coup, elle mérite d'avoir quand même son grenier rempli. La cigale, elle a choisi de chanter, tant pis pour elle. Bon. Donc, il est bien question de générosité, et de générosité dans certaines limites qui vont être fixées par... Voilà. Ça va être l'objet de la discussion. Si on réapplique ça, si on tente de réappliquer ce modèle à la France, dans quelle mesure la France doit assistance aux miséreux qui viennent frapper à sa porte, on voit bien que ça se casse la figure par tous les bouts. Parce que la richesse que nous possédons, nous, Français actuels, à l'instant présent, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est le fruit du travail accumulé des Français de cet instant présent? Est-ce que c'est la somme des heures de travail passées par tous ceux qui, comme moi, ont une carte d'identité française dans les décennies qui viennent de s'écouler? Est-ce que c'est ça, la richesse dont nous jouissons tous les jours en envoyant nos enfants à l'école gratuite, tous les jours en roulant sur des routes qui sont pas défoncées, parce que elles sont régulièrement entretenues, et donc tous les jours en bénéficiant de plein de choses, y compris tous les jours en ayant des revenus et des salaires qui sont très confortables par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions du monde, parce que justement la France est un des pays les plus riches. Est-ce que cette richesse de la France est le produit du travail des Français? Dès qu'on commence à poser cette question, on s'aperçoit que, en tout cas, déjà, c'est pas simplement le produit du travail des Français vivant aujourd'hui. La France est un des pays les plus riches du monde depuis un certain temps déjà. Et il y a bien une accumulation de richesses sans laquelle le niveau actuel de richesse de la France est absolument incompréhensible. Donc au minimum, c'est pas le fruit de mon travail individuel. Au minimum, c'est le fruit du travail des Français de, facile, quelques dizaines de générations. Sauf que déjà là, il y a un premier problème. Même en le supposant juste comme ça. C'est-à-dire que la richesse de la France, ce serait le fruit du travail de Français sur un certain nombre de générations. Et du coup, on mériterait, nous, Français, d'en bénéficier. Et ceux qui viennent d'ailleurs, ils méritent moins. On peut être généreux, mais dans certaines limites. Même en supposant ça, il y a déjà un premier argument qui est très bizarre, qui est tout l'argument d'ailleurs autour de la légitimité de l'héritage. C'est une sacrée question, parce que la fourmi, elle a bossé. Elle, comme individu, donc éventuellement, elle mérite comme individu de jouir de son travail. Mais dans quelle mesure elle mérite, elle, de jouir du travail de papa fourmi et maman fourmi, ou grand-papa fourmi et grand-maman fourmi? Ça va pas de soi du tout. La légitimité de l'héritage, c'est quelque chose de très complexe. Que, à titre individuel, on ait très envie de transmettre des choses à nos enfants, oui. Ok, d'accord. Mais là, quand on fait de la philosophie politique, on parle de manière universelle, on essaye d'être rationnel. La légitimité morale de l'héritage. En toute rigueur, si vraiment il est moralement juste de bénéficier des bonnes actions, supposons que le travail et l'accumulation du travail soient une bonne action, de nos ancêtres. En toute rigueur, il devrait tout à fait être aussi moralement juste d'être punis pour leurs fautes. Et alors tout d'un coup, si on dit ça, on s'aperçoit du problème. Aujourd'hui, dans notre système juridique, il serait totalement impensable qu'on punisse un enfant pour le meurtre commis par le père.
ou le grand-père. Impensable. Ça me paraît totalement saugrenu. Enfin, si mon père ou ma mère sont des salauds, mais moi, j'ai rien fait. Pourquoi je devrais être puni? Il y a des sociétés où on peut, hein. Dans le système de vendetta, c'est pas de la punition, c'est autre chose, mais c'est un système, malgré tout, de régulation de l'ordre social, où un clan venge un crime sur n'importe quel membre du clan d'en face, y compris d'ailleurs en tuant un bébé, en tuant un enfant qui n'a rien fait. On sait bien qu'il a rien fait, lui, comme individu. Il appartient au clan dont on se venge de clan à clan. Mais justement, tout notre système de représentation du droit et de la morale dans notre société est fondé sur l'individu, sur l'échelle individuelle, sur l'action individuelle, précisément par le postulat implicite de l'existence du libre arbitre. Donc, punir quelqu'un pour une faute qu'il n'a pas commise, pour les crimes de ses ancêtres, ça paraît totalement illégitime. Sauf que du coup, en toute rigueur, si on va jusqu'au bout de cette idée, qu'il bénéficie des bonnes actions de ses ancêtres, c'est évidemment tout aussi illégitime. L'héritage même est une sacrée question. Du coup, le fait que ceux qui ont des ancêtres français seraient fondés moralement à bénéficier du travail de ses ancêtres, ça va pas de soi. Ajoutons à ça qu'en plus, bon nombre de ceux qui aujourd'hui ont une carte d'identité française, moi par exemple, n'ont pas des ancêtres français. Même étant donné le statut de la France, une bonne majorité. Enfin, la France, c'est un territoire où ça circule dans tous les sens depuis très longtemps. Du coup, il faudrait faire le tri. Qui exactement là, donc même en admettant qu'on est fondé à bénéficier, qu'on est moralement fondé, c'est bien ça, à bénéficier du travail de nos ancêtres, il faudrait faire le tri. Qui, en tant que Français, mérite? On voit bien que si on commence à aller là-dedans, c'est quasiment sans issue. Mais même là, on est sur une fiction. Vous voyez, progressivement, tout ce qu'il faut admettre pour arriver à fonder moralement une telle vision. Pour fonder moralement l'analogie avec la cigale et la fourmi. Mais même là, il faut rajouter encore autre chose. Ce que d'un point de vue macroéconomique, considérer que la richesse actuelle de la France, c'est le produit exclusif des heures de travail passées par les Français dans les champs, dans les mines, dans les usines pendant X générations, et exclusivement ça, c'est une blague. Aucun historien ne peut défendre ça. Parce que l'accumulation de richesses, depuis qu'il y a accumulation de richesses, il y a accumulation de richesses dans l'histoire des sociétés humaines à partir du moment où on invente l'agriculture céréalière. L'agriculture céréalière, c'est-à-dire entre moins 10 000 et moins 3 000 avant Jésus-Christ, c'est ce qui permet une première division du travail et c'est ce qui permet enfin, avec le travail de quelques dizaines de personnes, d'en nourrir plus et du coup de développer l'artisanat et de commencer à avoir des richesses. C'est aussi le début des guerres de pillage, c'est le début de l'esclavage et précisément parce que c'est le début de l'esclavage et des guerres de pillage, c'est le début de sociétés qui s'enrichissent très largement en pillant la société d'à côté. Je parle là pas particulièrement de la France, je parle tout aussi bien de la richesse des sociétés antiques. Ce sont d'abord des sociétés guerrières, conquérantes, qui vont piller dans les sociétés d'à côté, piller des ressources, piller des inventions, piller aussi de la matière humaine, ramener des esclaves, et qui s'enrichissent aussi grâce à ça. Si on revient à la France, ce qui fait la puissance de la France, ce qui fait son rôle aujourd'hui et ce qui fait sa richesse, c'est bien sûr, comme tous les autres pays qui à un moment donné sont riches, c'est pas un discours anti-occidental, ça s'est passé comme ça sur toute la planète dès qu'il a commencé à avoir agriculture céréalière. La richesse de l'empire chinois, sa prospérité, c'est ça aussi. De l'empire japonais, c'est ça aussi. Mais bien sûr que on ne comprend rien à la richesse de la France si on prend pas en compte toutes les guerres, toutes les conquêtes, si on prend pas en compte, par exemple, le commerce triangulaire. La prospérité de Nantes et de Bordeaux sont des jolies villes bourgeoises. C'est beau, le centre-ville de Bordeaux. Il y a eu du patrimoine accumulé. L'essor économique de ces deux villes, c'est clairement le commerce triangulaire. Ce sont ces bateaux qui partaient en Afrique, qui ensuite ramenaient des esclaves en Amérique dans les conditions qu'on sait. Enfin, c'est une exploitation humaine atroce. Et revenaient d'Amérique chargés de mélasse, etc. Enfin,
Bref, c'est l'argent de l'esclavage. L'argent qui après a été investi justement dans des très beaux immeubles, qui a favorisé le développement de ces villes, l'argent qui a été investi dans les vignobles du Bordelais, etc., c'est aussi l'argent de l'esclavage. De toute façon, c'est pas anti-français ce que je suis en train de décrire, c'est l'être humain. L'être humain, à partir du moment où l'agriculture s'invente et où ça pille dans tous les sens. Ça conquiert sauvagement, brutalement. Avec des morts, avec des dizaines de morts, des dizaines de milliers de morts, des millions de morts. C'est l'essor extraordinaire de l'Europe au XVIe siècle. C'est parce que les bateaux qui reviennent d'Amérique, ils reviennent notamment, la découverte de l'Amérique en 1492, c'est d'abord et avant tout la découverte des mines d'or et d'argent, notamment du Pérou, mais de toute une partie. Et les galions espagnols reviennent chargés d'or et d'argent, mais jusqu'à la gueule. Du coup, avec toute la... c'est la grande époque de la piraterie aussi, parce que du coup, évidemment, il y a les pirates qui essayent d'intercepter les galions en question. Et ces galions qui reviennent chargés d'or, c'est aussi grâce à eux qu'il y a ce siècle d'or en Espagne, les tableaux de Velázquez, enfin tout ce déploiement extraordinaire en Espagne, en Flandre aussi. Et puis, tout le développement artisanal, manufacturier, pré-industriel de ce qu'on appelle l'Europe rhénane est nourri au XVIe siècle de l'enrichissement prodigieux de la noblesse espagnole. Enrichissement prodigieux qui a coûté la vie à peu près les 9/10 de la population amérindienne d'Amérique du Sud. C'est un génocide extraordinaire. Il a fallu des massacres. Bon, il y a eu aussi des épidémies, mais enfin, faut voir comment on a fait travailler les Indiens dans les mines. On les a fait travailler dans des conditions de travail tellement épouvantables qu'on les a décimés en très peu de temps et que du coup, il a fallu ramener des Noirs. Donc le coût humain de ça, il est colossal. Mais comparez, regardez des films sur le XVIe, XVIIe siècle, sur la cour du XVIe, XVIIe siècle, sur le niveau de richesse et de luxe d'un noble au XVIe et XVIIe siècle, et comparez avec des films sur le XIVe. Comment vivait un roi au XIVe? Bon, XIVe en plus c'est le siècle des grandes pestes et de la guerre de 100 ans, mais un siècle avant, ou même début du XVe. Comparez. Donc le flux d'argent considérable qui s'est produit là, et qui a permis l'essor de l'artisanat, l'essor de la science, parce que pour pouvoir justement faire voguer ces galions, échapper aux pirates et sécuriser tout ça, il a fallu développer la trigonométrie, les outils de calcul pour la navigation, le calcul vectoriel, etc. Il a fallu développer les lunettes. Donc l'essor aussi de la philosophie, de la connaissance, Galilée, tout le mouvement scientifique. Tout le mouvement aussi de développement de l'outillage, la découverte de l'engrenage et de la courroie de transmission, tout ce qui va permettre de développer les machines-outils au XVIIe siècle et qui prépare la révolution industrielle, tout ça est aussi un enfant de la découverte de l'Amérique, de la découverte de ses mines d'or et d'argent. Et du coup, de ce pillage considérable d'un continent et de ce pillage des ressources humaines d'un autre continent, l'Afrique. Bon. Et ça veut dire l'Occident est méchant. Non. D'ailleurs, l'esclavage des Noirs s'est fait par le biais de marchands d'esclaves qui étaient pour certains arabes, beaucoup, pour d'autres noirs eux-mêmes. Enfin, il n'y a pas là matière à dresser un continent contre un autre. Mais il se trouve que pour un certain nombre d'accidents historiques, c'est l'Europe qui a été en situation à un moment donné, voilà, d'avoir le rapport de force en sa faveur. Et c'est aussi ça, l'argent dont on bénéficie. Sans parler du coup, évidemment, de ce que ça a donné dans l'élan qui a suivi, l'élan industriel qui a suivi, la mise en coupe réglée des richesses du monde dans la seconde moitié du XIXe siècle par les grandes puissances européennes, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, et ce que ça a coûté. Ce que ça a coûté à ces continents, en sang et en pillage de ressources. Tout ça a permis aussi d'ailleurs que, encore aujourd'hui, les entreprises qui bénéficient le plus des richesses des pays pauvres sont des entreprises, pour la plupart, occidentales. Bref, encore aujourd'hui, le flux de richesse, quand on fait la balance entre tous les éléments, le flux de richesse va plutôt des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches que l'inverse. Donc, l'économie, tout ça pour dire que l'économie, elle n'est pas mondiale depuis 10 ans. Elle est mondiale depuis des siècles.
En fait, on ne peut pas comprendre l'essor économique d'un endroit du monde sans l'articuler quasiment avec toute l'histoire. Elle est mondiale, au fond, globalement, hein, depuis l'arrivée de l'agriculture céréalière. Et que du coup, l'analogie avec la cigale et la fourmi, elle n'a aucun sens historique, aucun sens rationnel. Ce dont nous bénéficions, nous, aujourd'hui en France, là, effectivement, il y a un vrai confort, à plein d'égards. C'est quelque chose de naître à cette époque dans un pays riche. C'est le produit de tout ça. Est-ce que ça nous rend coupables? Non. Non. Je ne pense pas que la dette éventuelle que nous ayons vis-à-vis, je sais pas moi, des Africains sans papier qui arrivent, ce soit une dette parce que nous serions coupables de cette histoire. C'est pas nous qui avons pillé, c'est pas nous qui avons colonisé. À titre personnel, d'ailleurs, j'avais une arrière-grand-mère qui était descendante d'esclaves, du côté de ma famille paternelle, qui était noire, qui était descendante d'esclaves. Et puis d'ailleurs, dans la plupart des familles, il y a eu des gens, finalement des Français pur sucre, quelle bonne blague, il n'en existe pratiquement pas. À part dans leur tête. Donc, et de toute façon, la question de savoir si on hérite des fautes de nos ancêtres, parce que si c'est ça, quelle bonne blague. Y a-t-il une seule lignée dans laquelle il n'y ait pas aussi des meurtriers, des violeurs, des assassins, des gens qui ont fait des choses horribles? En ligne directe, hein. L'un d'entre ceux qui regardent cette vidéo est capable de dire quel était le caractère et quels ont été les méfaits ou les bienfaits de leurs ascendants en ligne directe, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 6 ou 7 générations? Personne. Donc, évidemment que ça n'a aucun sens de dire que on serait coupable de ça et que du coup on devrait rembourser. Mais ça n'a aucun sens non plus de dire que on mérite ce dont on bénéficie. Aucun sens rationnel. Il n'est pas la question de morale, ou alors d'une fiction qu'on fait tenir au prix de tellement de postulats irrationnels qu'on se demande exactement de quoi on discute. Ça dit, une fois qu'on dit ça, on est bien dans la panade, parce qu'on s'aperçoit que le nous français, qui discuterions exactement de ce qu'il est légitime de partager, d'une fiction d'une telle fragilité, que la discussion est déjà viciée d'avance. Si on prend l'inverse n'est pas forcément plus aisé à faire tenir. Le discours selon lequel, du coup, tout ça serait une fiction absurde, et qu'en fait, il est évident que il faut abolir du jour au lendemain toutes les frontières, tout partager, et que finalement nous sommes tous des êtres humains. Le discours qui nie radicalement l'identité nationale. C'est un discours qui a sa part de naïveté. Parce que les nations ont beau être des créations totalement arbitraires, des créations imaginaires, mais ça ne les disqualifie pas comme éléments de réalité, tout simplement parce qu'en fait, le propre, et là on rentre dans une dimension ontologique, l'ontologie en philosophie, c'est la partie la plus abstraite, c'est penser ce qui existe. Qu'est-ce que c'est qu'exister? Or, le propre de notre rapport, nous, êtres humains, au monde, c'est que le monde, nous ne faisons pas que le percevoir. Bien sûr, il y a la matérialité des choses, il y a une table, il y a un micro qui vient d'ailleurs sûrement d'enregistrer un bruit qui sera assez dur à entendre, désolé. Il y a de la matière, oui, bien sûr. Mais cette matière n'est jamais appréhendée par nous sensoriellement seulement comme matière. Elle est mise en récit, on lui donne du sens. Elle est traversée par des projections imaginaires. Et au fond, notre réalité, à nous, êtres humains, est une réalité dont une très large part est imaginaire. Le monde dans lequel on vit, je ne sais pas, si on... Objectivement, aujourd'hui, dans notre société, il y a des métiers qui sont plus prestigieux que d'autres. Avocat, aujourd'hui, c'est plus prestigieux qu'éboueur. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une création imaginaire, ça? C'est parce qu'on s'est raconté que c'était plus prestigieux. Il n'empêche que du coup, c'est plus prestigieux, objectivement, dans notre espace social. C'est étourdissant, hein, quand on va jusqu'au bout de ça. Quand on va jusqu'au bout de ça, c'est un message étourdissant qui est le message, au fond, qui est
la conclusion à tirer de 1 siècle et demi de travaux ethnographiques. Ça fait 1 siècle et demi qu'il y a des ethnographes qui vont étudier dans toutes les communautés comment elles fonctionnent et qui s'aperçoivent à quel point toutes les cultures inventent littéralement un monde, distribuent les valeurs, inventent par exemple, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, du féminin et du masculin, et inventent le fait que tel vêtement, tel geste, telle posture, tel trait de caractère va être masculin, tel autre va être féminin, etc. Sauf qu'une fois que c'est inventé, d'une certaine manière ça existe, c'est leur réalité. Les individus ne se forgent pas autrement qu'au travers de ces récits. Ils se les incorporent. Donc bien sûr que, d'une certaine façon, la France, ça existe, évidemment. C'est une fiction qui, au regard de la rationalité, tient très très mal, mais c'est une fiction tout de même qui existe. Qu'est-ce qu'on fait là? Bien entendu que travailler à une question comme celle-là, comme la question des migrants, ça ne peut pas être simplement nier l'ensemble des représentations par lesquelles se construisent des identités locales, des communautés, des cultures, et dire, bon bah, on fait comme si ça n'existait pas du tout, et on ouvre toutes les frontières sans rien changer d'autre. Je dis ça. À titre personnel, je l'assume, je suis pour la disparition des frontières. Oui, à titre personnel, mon récit à moi, c'est un récit qui s'intéresse à l'être humain, comme être humain. En effet. Ce qui ne va pas sans reconnaître qu'il y a quelque chose de très précieux dans une culture. Donc il y a beaucoup à penser là. Est-ce que la disparition des frontières, c'est nécessairement l'homogénéisation totale des individus et des modes de vie? Ou est-ce que c'est le fait que l'hétérogénéité nécessaire ne soit plus pensée qu'à l'échelle de l'individu? Qu'il n'y ait plus jamais des communautés qui fondent une culture différente des communautés voisines, et que la variabilité, la variance, le terrain dans lequel va pouvoir germer une forme de liberté en acte, c'est-à-dire pas un libre arbitre, mais une capacité à créer du sens, ne soit plus que l'échelle individuelle, ou éventuellement interindividuelle, la relation, ou un groupe momentané, mais plus jamais une communauté enracinée sur un territoire. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est ça, l'état de l'humanité qui serait satisfaisant. Peut-être pas. À coup sûr, de toute façon, même si c'est ça l'état de l'humanité qui serait satisfaisant, bien sûr qu'on va perdre aussi immensément en perdant la nation, si un jour on la perd, l'identité nationale. Mais c'est aussi ça le mouvement de l'histoire. Par exemple, la Révolution française, le passage à la nation moderne, et la fin de l'Ancien Régime, et la fin de la monarchie absolue, et la fin de la cour. À titre personnel, politiquement, je suis tout à fait pour ce mouvement-là. Mais bien sûr qu'il s'y est perdu aussi quelque chose. Bien sûr que la cour, c'était aussi un univers d'un raffinement, d'une richesse extraordinaire. Je comprends tout à fait, bien sûr, quand je lis Chateaubriand, la nostalgie de ceux qui, en 1815, 1816, 1820, se rendaient bien compte qu'un monde était mort, et que ce monde avait sa magnificence. Allez voir le Guépard de Visconti. Visconti, c'était l'héritier d'une famille de très vieille noblesse, mais il appartenait au Parti communiste. Et quand il filme Le Guépard, il filme la fin d'un monde que, idéologiquement, il veut voir mourir, mais dont il reconnaît aussi la grandeur. Il y a de la grandeur dans tout ça. Dans le patriarcat traditionnel, il y a de la grandeur. Je suis féministe. Dans les choses les plus... mais évidemment que dans les choses que je combats, il y a souvent de la grandeur et une complexité, une dimension immense là-dedans. À titre personnel, je suis athée. Je pense que l'humanité se portera mieux si un jour les religions disparaissent d'elles-mêmes. Peut-être que j'ai totalement tort, je suis pas sûr d'avoir raison là. En plus, évidemment, quelle est la part dans ce récit qui est le mien, quelle est la part du raisonnement rationnel, et quelle est la part de, tout simplement, ce qui est mon récit, ce que j'ai besoin de me raconter? Est-ce que finalement, le fait que pour moi, l'échelle de l'espèce humaine soit plus importante que l'échelle du français, ça n'est pas aussi
tout simplement parce que mes parents sont venus en France alors qu'ils n'étaient pas nés ici, qu'ils ont choisi de venir ici faire leurs études dans les années 60 parce que le rêve de Paris les hantait, et que d'ailleurs ils viennent de pays dans lesquels les métissages sont tellement évidents que je sais, il se trouve que j'ai été au courant, moi, très tôt, de ce que la plupart des gens ignorent. Il se trouve que dans ma famille, notamment paternelle, mais c'est vrai aussi de ma famille maternelle, on savait qu'il y avait du sang juif, du sang arabe, du sang noir, du sang européen. Donc, je me suis construit mon identité comme ça. Et que j'ai toujours été demi-français, né ici, grandi à Paris, adorant plein de choses de la culture française, m'identifiant aux Gaulois de manière totalement arbitraire, aimant la bonne bouffe, aimant les fromages qui puent, etc., aimant les bons vins, aimant râler un peu, mais qu'en même temps, il y avait une part de moi qui savait que tout ça, c'était une construction, qui ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait quelque chose là, d'un arbitraire qui était le mien, de choisir, de m'enticher de tout ça, et qu'une part de moi aussi était en Amérique latine, était en Afrique, était dans des pays où on parle avec les mains, dans des pays où on vit dans la rue, dans des pays où on s'apostrophe totalement différemment, où on a un rapport au corps totalement différemment, où on touche plus facilement l'autre, dans des pays où on danse d'une autre manière, etc., etc. Et puis, un peu partout. Et alors, sans doute, dans ma propre histoire, tout ça pèse pour beaucoup, y compris dans mes choix idéologiques, dans les choix théoriques qu'ensuite j'essaye de rationaliser. Peut-être même que cette rationalisation n'est rien d'autre que le fait de courir éternellement après quelque chose qui était forcément déjà là, qui est le récit que j'ai besoin de me tenir. Et il en va de même peut-être de mes choix quand je dis que je suis athée. Ça, c'est un doute dont je pense que toute personne qui essaye de réfléchir en sciences humaines devrait constamment garder à l'esprit. Jusqu'et surtout quand on a de la culture, et qu'on a vraiment mis en œuvre des concepts et qu'on les a travaillés, qu'on a essayé rigoureusement de les étayer soit par un appareillage statistique, soit par des expériences de vie, soit par des lectures et une somme de lectures et de connaissances. Paradoxalement, plus on est outillé plus l'édifice, on le fait tenir avec des contreforts et on vise par là, plus on est en danger d'être dupe de ce montage et de ne plus apercevoir le postulat initial qui est lui totalement arbitraire et la part au fond totalement subjective de l'édifice qu'on est en train de monter. Donc, bon, c'est un détour par l'épistémologie, mais je suis persuadé que cette manière de faire tenir à la fois la volonté d'objectivité, la volonté de rationalité, et en même temps de mettre en travail constamment la question de la part de sa subjectivité dans ce qui est en train d'être élaboré là, c'est une question dont les pratiques actuelles en sciences humaines minimisent très souvent l'impact, même si je suis pas le seul évidemment, loin de là, à la mettre en œuvre, et qu'il y a beaucoup à travailler là-dedans. Petite parenthèse que je referme, je reviens à la question de l'athéisme et de la religion. En admettant que j'ai raison, momentanément, je demande à ceux d'entre vous qui êtes croyants et qui donc sont tout à fait d'une autre perspective, momentanément admettre, même si j'avais raison, même si les religions en tant que telles, finalement, étaient appelées à disparaître à un moment donné, on y perdra quelque chose d'infini. Une seule religion, je sais pas, la religion catholique, ça dépend, si on la regarde sous l'angle des croisades, et encore, même là, si on va plus, mais si on la regarde sous l'angle des massacres qu'elle a cautionnés, de la Saint-Barthélemy, etc., si on la regarde sous l'angle de Giordano Bruno au bûcher, de Galilée devant abjuré, de Darwin, enfin, c'était pas les catholiques qui l'affrontaient le plus, mais enfin bref, si on la regarde sous l'angle de la condition des femmes pendant longtemps, on peut dire, vivement, on se débarrasse de tout ça. Oui, d'accord, ok, oui. Mais comme tout phénomène humain, comme toute culture, la religion catholique, ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi tellement de choses, une richesse tellement inouïe, tout ce que ça a irrigué culturellement, tout ce que ça a permis, et un seul rituel religieux, quand il est vraiment vécu, quand c'est vraiment un rituel, c'est magnifique. Religieux ou pas religieux. Une corrida. Et je dis ça à tous ceux qui se posent la question de la condition animale.
peut-être que c'est une chose atroce, peut-être que vraiment il faut en finir avec les corridas, mais à coup sûr c'est pas qu'une chose atroce. Il y a des dimensions magnifiques là-dedans, qui touchent au sacré. Et je dis ça en pensant que sans doute il vaut mieux les interdire. Mais même la guerre, je suis, je pense, une des personnes les plus antimilitaristes qui soit, mais la guerre, c'est pas que l'horreur. Il s'est passé des choses magnifiques dans les tranchées en 14-18. Magnifiques. Et qui d'une certaine manière ne pouvaient peut-être se passer que là. Lisez La main coupée de Blaise Cendrars, qui raconte son expérience de guerre. C'est à la fois un formidable brûlot antimilitariste et en même temps ça montre toute la beauté de ce qui peut s'y passer sur un plan humain. Bon, voilà. Donc, on ne peut pas simplement dire les nations sont factices. Il suffit de décréter qu'elles n'existent plus parce qu'elles sont de construction arbitraire. Bien entendu que la solution à la question des migrants, s'il y en a une, et s'il y en a une satisfaisante, au moins sur un plan rationnel, elle doit tenir toutes ses composantes. À titre personnel, je pense que la solution, s'il y en a une, et si, justement, on essaye qu'elle soit rationnelle, elle ne peut être posée qu'à l'échelle précisément universelle, en termes de philosophie politique, c'est-à-dire se demander dans quel monde nous voulons vivre, et qu'est-ce que ça nous coûte aujourd'hui, la préservation des nations telles qu'elles existent. On voit bien ce dont on bénéficie grâce à ça, surtout nous qui habitons dans des pays riches. À ce que la France continue à exister comme France, je vois bien ce dont je bénéficie. Ne serait-ce que les commodités qui me permettent de faire ces vidéos avec du matériel que j'ai pu m'acheter grâce au fait sans doute qu'une bonne partie de ce matériel a été produit dans des conditions de travail proches de l'esclavage, quelque part en Extrême-Orient. Avec des matières premières qui ont été extraites dans des conditions là aussi proches de l'esclavage, à peu près partout sur la planète, notamment dans les pays les plus pauvres. Voilà ce dont je bénéficie au maintien du statu quo. Et pour maintenir le statu quo, il faut effectivement qu'il n'y ait pas trop de migrants qui arrivent. Voilà. On peut poser aussi la question de ce que ça me coûte. Ce que ça me coûte, eu égard, bien sûr, au sentiment de dette que je peux avoir par rapport à mes propres idéaux. C'est-à-dire, en tant qu'individu, même au-delà de moi, pétri d'une vision universelle, pétri de judéo-christianisme, pétri d'idéaux républicains, etc. Qu'est-ce que ça me coûte d'emmener mes enfants à l'école, tous les jours, en passant devant des gens qui dorment dans la rue? Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me coûte, y compris dans le rapport à mes enfants? Dans le fait de leur transmettre ce à quoi je crois, les valeurs auxquelles je crois. Qu'est-ce que ça me coûte dans mon rapport à moi-même? Qu'est-ce que ça me coûte dans la nécessité dans laquelle je me trouve, du coup, de me cliver et d'occulter, mais à quel prix, là encore, toute une partie de la réalité? Qu'est-ce que ça nous coûte, collectivement, dans ce que l'existence d'une telle pauvreté induit sur la manière dont nous nous concevons nous-mêmes? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte à l'humanité depuis la naissance de l'agriculture céréalière, avoir comme principal modèle pour se construire la guerre. La guerre civile constamment présente, et mise en scène dans toutes les séries. Hein. Ce dont parle Walking Dead, c'est au fond ce fantasme selon lequel si l'État s'effondrait, ce serait immédiatement la guerre civile. Pas la guerre contre les zombies, la guerre entre les survivants. Avec une vision qui s'appuie sur Hobbes, une vision qui, scientifiquement et philosophiquement, est totalement dépassée. Une vision sur l'idée d'une nature humaine fondamentalement égoïste, individualiste, qui est, il me semble, mais là, ce sera le propos d'une autre vidéo, il me semble extrêmement naïve avec ce concept. Hobbes, c'était le XVIIe siècle, on a accumulé quelques connaissances depuis, et en tout cas totalement contradictoire avec ce que toute l'anthropologie nous permet d'appréhender. Mais donc, cette guerre civile constamment présente, et pas simplement, constamment possible. Et pas simplement cette guerre civile, cette guerre, cette pensée de la guerre,
de la mise en concurrence des nations entre elles, des entreprises entre elles, des individus entre eux. Qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte de penser nos sociétés sous le paradigme de la guerre dans quasiment tous nos actes? C'est, je pense, seulement en posant le problème de cette façon qu'on peut commencer à envisager des solutions sans doute beaucoup plus radicales que celles qui consistent à le penser exclusivement sous le prisme de la charité, avec les implications morales, et du coup les implications morales extrêmement fragiles, CF confère le début de la vidéo, qu'on est obligé d'adopter pour résoudre la question. Finalement, on commence en le posant comme ça, sous l'angle caritatif et sous l'angle moral, par le poser dans un cadre, un peu comme pour ceux qui ont lu mon premier bouquin, Le problème des 9 points, où de toute façon c'est évidemment insoluble, et toute chose restant égale par ailleurs, c'est-à-dire tout ce à quoi il faudrait toucher, tout ce qu'il faudrait soulever pour pouvoir commencer à être fécond, ayant été occulté, ayant été chassé des données pertinentes du problème, on se retrouve évidemment dans une quadrature du cercle où rien ne peut surgir. Et c'est là qu'évidemment, pour ceux qui sont familiers de mes précédentes vidéos, on est dans une question où la nuance est essentielle, parce que finalement, ce que je pose là comme condition de possibilité de penser cette question, c'est le fait de pouvoir remettre en cause les récits, notamment collectifs, mais pas seulement finalement, les récits singuliers par lesquels nous travaillons notre angoisse, par lesquels nous donnons sens à notre existence. Si ces récits sont tellement rigides qu'on ne peut pas y toucher, alors ce qu'ils impliquent dans le traitement d'un problème comme celui-là, ce sont évidemment des impensés, et du coup on est condamné à pas grand-chose. Des espèces de discussions oiseuses, perdues d'avance, et on gigote, on se tortille dans des paradoxes bancals.